Est-ce que vous m'entendez? Le son est revenu? Oui. Oui. Très bien. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, je reprends. J'étais sur la notion de sensibilité. Donc, pour ce qui est de la sensibilité, on a dit que c'était la capacité du test à détecter les cas d'une maladie. Donc, il y a une autre définition, c'est la proportion des tests positifs chez les malades. Donc, c'est un pourcentage. Ce sont les vrais positifs divisés par les vrais positifs et les faux négatifs. Bien, je reviens au tableau de contingence pour vous expliquer. Voilà. Alors, vrai positif ou bien A, vous voyez? Est-ce que vous voyez que je suis en train de modifier la diapo? B. Oui. Toujours dans cet ordre-là, s'il vous plaît. Hein. C et D. Donc, gardez ce schéma. A, B, C, D, toujours dans cet ordre-là. Donc, vous pouvez avoir des cours où là, des polycopes, Winkane, vrai positif, faux positif, etc. Ou là, des polycopes avec A, B, C, D. Moi, ce que je vous préconise, d'accord, c'est de raisonner vrai positif, faux positif, etc. Parce qu'au cas où vous oubliez les formules ou là, vous pouvez raisonner et reprendre le tableau comme vous. D'accord? Donc, je vous propose de garder vrai positif et faux positif plutôt que A, B, C. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Oui. Très bien. Oui. Alors, pour ce qui est de la sensibilité et de la spécificité, nous allons raisonner de manière horizontale. Pardon, nous allons raisonner de manière verticale, dans ce sens-là. Donc, la sensibilité, ce sont mes vrais positifs divisés par le total de la colonne, c'est-à-dire les vrais positifs plus les faux négatifs. La sensibilité, c'est la capacité du test à détecter les malades, les cas d'une maladie, donc parmi l'ensemble des malades. Donc, ce sont mes vrais positifs rapportés à l'ensemble des malades, c'est-à-dire vrais positifs plus faux négatifs. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour la sensibilité, vous partez des vrais positifs ou le total de la colonne, vrai positif plus faux négatif. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Écrivez s'il vous plaît, comme ça j'arrive à suivre. Hein. Maintenant, pour ce qui est de la spécificité, c'est la capacité du test à identifier les sujets non malades, c'est-à-dire la proportion des tests négatifs parmi les sujets sains. Donc la spécificité, ce sont les vrais négatifs divisés par les vrais négatifs plus les faux positifs. Narjou le tableau tana, d'accord? Et on va prendre la colonne dans les sujets non malades. D'accord? On rejoint les vrais négatifs et on les divise sur le total des non malades. On est d'accord? Vrais négatifs, on les divise sur les faux positifs et les vrais négatifs. Vous avez compris? En fait, il faut correctement disposer son tableau. La sensibilité, vrai positif sur total malade, spécificité, vrai négatif sur total non malade. Alors, s'il vous plaît, la personne qui n'a pas compris ou les personnes qui n'ont pas compris, est-ce que vous pouvez m'écrire ce que vous n'avez pas compris? Cette notion de sensibilité et de spécificité, ou bien comment faire des calculs? La notion de sensibilité, un test sensible, c'est sa capacité à détecter les malades. Un test spécifique, c'est sa capacité à détecter les non malades. Donc, quand on veut détecter les malades,
Nous regardons la colonne des malades, d'accord? On cherche toujours à les vrai positif sur vrai positif plus faux positif. C'est la sensibilité. Et vrai négatif sur total, faux positif plus vrai négatif, ce sont les tests. Donc, c'est la spécificité, tout simplement. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la sensibilité et la spécificité sont des probabilités, d'accord? Donc, c'est des probabilités, ça veut dire que lorsque vous allez calculer, vous allez toujours trouver des chiffres entre 0 et 1. On ne trouvera jamais une sensibilité de 7 ou la de 8, ça veut dire que vous avez fait une erreur dans les calculs. Est-ce qu'on est d'accord pour la sensibilité et la spécificité? Est-ce que vous êtes d'accord? Écrivez s'il vous plaît. D'accord? Pour que je puisse passer aux autres notions qui sont les valeurs prédictives. Très bien. Maintenant, oui, la sensibilité et la spécificité, je reprends, elles doivent être comprises entre 0 et 1. Ce sont des probabilités. C'est 22%, 33%, mais on ne trouvera jamais des sensibilités ou des spécificités de 6 ou la de 7. Ça veut dire que vous vous êtes trompé dans les calculs. OK? Ok, on va en rester là pour la sensibilité et la spécificité. Je ne donnerai pas plus de détails pour ne pas vous embrouiller. L'essentiel dans un premier temps, c'est que tu as un test sensible qui est capable de détecter les malades, un test spécifique qui est capable de détecter les non-malades et que vous sachiez les calculer. Dans un premier temps, c'est ça. Donc, logiquement, un test de dépistage, c'est un test sensible, d'accord? Et un test de diagnostic, c'est un test spécifique. Si vous avez compris ça, c'est clair. Maintenant, la sensibilité et la spécificité, ce sont des propriétés, ce qu'on appelle intrinsèques. Des propriétés intrinsèques à le test, c'est-à-dire le fabricant écrit sur la boîte. La question c'est, un test dont on connaît la sensibilité et la spécificité, bien sûr, il est conçu pour être appliqué à la population. Donc, la question, c'est quel degré de confiance on va donner à ce test? Quel degré de confiance on va donner à ce test? Ça, c'est grâce à ce qu'on appellera les valeurs prédictives. Donc, une fois qu'on appliquera le test en population générale, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? C'est cette notion de valeur prédictive. On a la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Donc, la valeur prédictive positive, c'est les vrais positifs sur l'ensemble des positifs vrais plus faux positifs. Et la valeur prédictive négative, ce sont les vrais négatifs divisés par les vrais négatifs et les faux négatifs. Donc, on va revenir à notre tableau et raisonner cette fois-ci de manière horizontale. Donc, la valeur prédictive positive, on va rester horizontalement. Ce sont les vrais positifs divisés par l'ensemble des positifs, vrais positifs plus faux positifs. Et la valeur prédictive négative, c'est les vrais négatifs divisés par les vrais négatifs et les faux négatifs. D'accord? Hado, c'est les degrés de confiance. Donc, pour la valeur prédictive positive, elle va répondre à la question quelle est la probabilité d'être malade lorsque le test est positif? En d'autres termes, lorsque le test y a une valeur positive, est-ce qu'on est vraiment malade? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Vous avez compris? Vous avez compris cette notion? Vous me répondez, s'il vous plaît, si vous avez compris cette notion de valeur prédictive positive.
Alors, la prédiction, oui, la prédiction, je vais reprendre. La prédiction en français, ça veut dire tanabbu. D'accord. Donc, en appliquant ce test, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces résultats une fois qu'on l'applique à la population générale? Donc, c'est-à-dire que s'il nous donne un résultat positif, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc, la valeur prédictive positive, c'est le nombre de vrais positifs divisé par l'ensemble des vrais et des faux positifs. Donc, vous raisonnez horizontalement. Et la valeur prédictive négative, ce sont les faux négatifs divisés par les vrais négatifs et les faux négatifs. D'accord? Là aussi, c'est une notion que je vous laisserai décanter. Essayez de réviser ça et on pourra en rediscuter éventuellement demain. D'accord? Je comprends que les notions sont un peu farfelues, c'est pas évident. Essayez de décanter et on reprendra ces notions demain. Donc, c'est pour le cours de Dr. Othman. De les notions que vous donne d'habitude Dr. Othman. Je vais juste introduire une dernière notion pour le cours. Parfois, professeur Arbi pose des questions sur cette notion. C'est le fait que les valeurs prédictives positives et négatives dépendent de la prévalence. D'accord? Donc, vous devez garder à l'esprit qu'une que la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative doivent être toujours accompagnées de la prévalence de la maladie. Je vais expliquer. Il y a deux situations. Si on cherche le diabète dans une population générale, dans un quartier, et on va chercher la prévalence des diabétiques, elle sera faible par rapport à une prévalence qu'on va rechercher, par exemple, dans un cabinet de consultation d'endocrino. Notre lot dans un cabinet d'endocrino, la salle d'attente, la prévalence d'aller diabétique, elle sera beaucoup plus importante. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Il y a de la notion de prévalence. Oui. Très bien. Je reprends. Donc, en population générale, la prévalence du diabète sera plus faible que si on partait dans un cabinet de consultation d'endocrino où il y a la prévalence plus élevée. Donc, les valeurs prédictives, tu as le test Winikono plus élevé. Si on devait l'appliquer, où est-ce qu'on trouvera une valeur prédictive positive importante? On le trouvera dans le cabinet d'endocrino, là où la prévalence est plus élevée. Vous avez compris? Donc, il aura plus de chances de mettre en évidence les malades là où la prévalence est élevée. Donc, plus il y en a, plus on les voit, si vous voulez. Est-ce que vous avez compris cette notion? Que la valeur prédictive positive va dépendre de la prévalence de la maladie. Un même test, on l'applique en population générale avec des faibles prévalences ou là dans des populations spécifiques avec des prévalences faibles, il aura des valeurs prédictives positives et négatives différentes. Ça, c'est la notion Hadi. Elle est introduite par le professeur Arbi et parfois vous avez des questions dessus que la VPP et la VPN dépendent de la prévalence. Est-ce que vous avez à peu près compris cette notion? Écrivez s'il vous plaît. Je sais que c'est pas évident, un premier jet comme ça, c'est pas évident. Mais هادو les points les plus importants du cours. J'ai essayé de synthétiser. Voilà. J'ai essayé de synthétiser. Voilà des formules juste pour vous montrer que les valeurs prédictives dépendent de la prévalence. La formule pour les calculer, regardez, la prévalence. D'accord? Donc, gardez tout à votre niveau, que une valeur prédictive positive ou négative ne peut être interprétée que si vous avez en face de vous la prévalence de la maladie. Hadouhoum a les notions du cours. Alors, la prévalence, alors on me pose la question, c'est quoi la prévalence? La prévalence, c'est la fréquence d'une maladie dans un groupe ou là dans une population. Par exemple, la prévalence du diabète dans un quartier, on va prendre, je ne sais pas, la cité Rim, par exemple, c'est le nombre de sujets diabétiques, la cité Rim, c'est ça la prévalence. D'accord. Donc, on me demande de répéter l'exemple.
On va prendre donc deux situations. Wahda win qui a une prévalence élevée, wahda une prévalence faible. Je vous ai donné deux exemples. Un exemple dans une population générale. Allez, on va rester dans la cité RIM. Win la prévalence du diabète est de X. On retrouve dans un cabinet de consultation d'endocrino, oui, la prévalence du diabète, elle est de Y. Et c'est clair que le Y sera nettement plus important que X. D'accord? Chez les endocrinos, la prévalence du diabète est beaucoup plus élevée que la salle d'attente. Donc, si on applique un test de dépistage ou un test, la valeur prédictive qu'on va voir en population sera moins importante que la valeur prédictive qu'on verra dans le cabinet d'endocrino, étant donné que les prévalences sont différentes. La valeur prédictive positive ou négative, elle varie en fonction de la prévalence. Donc, on aura plus de chances de mettre en évidence des sujets diabétiques dans un cabinet d'endocrino que dans une population générale, tout simplement. Alors, je vais reprendre les notions les plus importantes du cours. S'il vous plaît, essayez de prendre note. Donc, on a parlé des différences entre un test de dépistage et un test de diagnostic. On a dit qu'un test de dépistage s'appliquait pour des groupes de population, ne servait pas de base de traitement et qu'il avait un coût relativement modéré, alors qu'un test de diagnostic était un test essentiellement individuel, qu'il sert de base de traitement et qu'il coûte relativement cher. On a vu les 10 critères de l'OMS pour recourir au dépistage, d'accord? Et puis, on est rentré dans les notions de sensibilité et de spécificité. Donc, sensibilité, c'est la capacité à détecter les cas d'une maladie. Et la spécificité, c'est la capacité à identifier des sujets non malades. Donc, je reprends juste les formules. La sensibilité, ce sont les vrais positifs sur le total des vrais positifs et des faux négatifs. Et la spécificité, ce sont les vrais négatifs rapportés aux faux positifs et aux vrais négatifs. Donc la sensibilité et la spécificité étant toutes les deux des probabilités, la valeur ntahom doit être comprise entre 0 et 1. Sachez que un test pour lequel la sensibilité est plus importante, par exemple, qui une sensibilité de 90% et une spécificité de 15%. Hada, c'est un test qui est bon pour le dépistage. D'accord? Un test de dépistage, gardez que c'est un test sensible. Inversement, lorsque la spécificité l'emporte, ce sera un test de diagnostic. Donc, le test de diagnostic est un test spécifique. D'accord? Je reprends. Donc, le test de dépistage est un test sensible. Le test de diagnostic est un test spécifique. Et puis, on est entré dans la notion de valeur prédictive positive. Donc, quel degré de confiance accorder au résultat du test. Donc, la valeur prédictive positive, c'est le nombre de vrais positifs sur le total des positifs. On raisonnera horizontalement. Et la valeur prédictive négative, c'est les vrais négatifs rapportés à l'ensemble des négatifs. La VPP et la VPN, c'est aussi des probabilités. Donc, ils doivent être comprises entre 0 et 1 et ils dépendent de la prévalence. Donc, plus la maladie est fréquente, plus la VPP sera élevée. Voilà. Donc, Anna, j'ai terminé pour ce qui est du cours du dépistage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui? Très bien. D'accord. Très bien. Alors, on me demande quel est l'intérêt de la VPP et de la VPN. Un test qui n'a pas une bonne valeur prédictive, ce n'est pas la peine de l'utiliser, tout simplement. D'accord? Un test qui ne donne pas de bons résultats en population, un test en lequel on peut pas avoir confiance,
c'est pas la peine de l'utiliser en population, ça sert à rien. Il donne pas de bons résultats, ça sert à rien de perdre son temps ni son argent pour l'acheter et l'utiliser. Il faut faire autre chose. Différence entre test de dépistage et test de diagnostic, c'est la plaque Hadi. Est-ce que vous la voyez? La personne qui m'a, Al-Hakima qui me demande la différence entre dépistage et diagnostic, c'est cette plaque. D'accord? Un test de dépistage, c'est un test qu'on applique généralement à des groupes de population qui ne coûte pas cher, mais qui ne constitue pas une base de traitement. Et un test de diagnostic, c'est un test plus spécifique, d'accord, qui est essentiellement individuel et qui, lui, va par contre constituer une base de traitement. D'accord? Donc, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais passer au cours des infections associées aux soins. Et on pourrait discuter éventuellement de ce cours demain. Alors, je vous demanderai... alors, j'ai une question. Est-ce que tous les critères de l'OMS doivent être présents ensemble pour réaliser une technique, une campagne de dépistage? Oui, oui, c'est un tout en fait. D'où les critères de l'OMS, c'est une seule entité. Si vous les lisez bien, ils sont logiques. D'accord. Par exemple, vous prenez le critère numéro 6. Il faut que les preuves soient acceptables par la population. Vous ne pouvez pas le zapper, ce critère. D'accord? Vous pouvez avoir les autres critères, mais à Datani, vous devez l'avoir. D'accord? Le critère numéro 5, il faut qu'il y ait un examen efficace. Oui, donc tous les critères, ils doivent être présents. Et si on les lit bien, ils sont logiques. On passe au deuxième cours, si vous voulez bien, sur les infections associées aux soins. Alors, je vais retrouver la diapo. Voilà. Épidémiologie. Épidémiologie et prévention des infections associées aux soins. Alors, il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'on peut avoir les diapos à la fin de la séance? Écoutez, j'ai repris les diapositives qui vous ont été mis dans le site. D'accord? C'est les diapos qui sont dans le site. J'ai juste pris quelques diapos le deuxième cours et je les ai mis sur le cours à Dr. Othman. Mais toutes les diapos, vous les avez dans le site. D'accord? Et après, si vous voulez prendre la diapo, oui, sauf que je ne sais pas comment le faire avec le logiciel Zoom. Et puis, je suis toute seule. Je ne suis pas assistée par un informaticien. Donc, j'ai peur de tripoter et de tout perdre. D'accord? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux faire? Ça ne me dérangerait pas de vous les donner, il n'y a pas de souci. Alors, pour ce qui est donc de l'épidémio et pour l'épidémiologie des infections associées aux soins, là aussi, c'est un cours d'un Dr. Othman qui est un cours quand même facile. Bon, on va passer rapidement sur les notions que vous connaissez pour nous attarder sur quelques notions nouvelles. D'accord? Donc, les infections associées aux soins, c'est ce qu'on attrape à l'hôpital. D'accord? Et logiquement, ça serait prévenu grâce à des bons protocoles d'hygiène hospitalière et surtout un bon lavage des mains. Je reviens encore une nouvelle fois sur cette notion de lavage des mains qui évite plus de 60% des infections nosocomiales. D'accord, donc on va commencer. Donc étymologiquement parlant, le mot nosocomial, ça veut dire hôpital. D'accord. Et puis, on parlait avant d'infection nosocomiale, donc d'infection hospitalière. En bas, le concept il a été élargi à la notion donc infection associée aux soins. Voilà, IAS. Ça, c'est important. Les principales localisations des infections associées aux soins, Dr. Othman pose souvent des questions dessus. Donc, les 5 localisations sont à connaître ou par ordre, s'il vous plaît, par ordre de fréquence. Donc, généralement, on retrouve fréquemment des infections urinaires, 40%, des infections du site opératoire, on appelle ça ISO, infection du site opératoire, 25% des infections. ISO, il y a les infections du site opératoire superficiel et les infections profondes.
BADJ ou les infections pulmonaires, 15%, qui sont généralement associées à des gestes comme l'intubation. D'accord? Les infections sur cathéter intraveineux représentent 5%. Les bactériémies et les septicémies, c'est 5%. Et puis, les autres types d'infections, c'est 10%. D'accord? Les localisations sont à connaître.